Merci, monsieur le rapporteur. Nous entamons la discussion générale. Monsieur Gilles Savary, vous avez la parole pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Président, bonjour. Comment ça se lève, ça? C'est ça. Merci. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission du développement durable, de l'aménagement du territoire et des transports, mes chers collègues, en matière de transport public, notre pays est un peu paradoxal. Il est incontestablement un des très grands leaders mondiaux, en cela qu'il maîtrise de l'ingénierie à l'exploitation, et ses succès à l'international suffisent à le témoigner. Nous avons là un des très grands atouts, non seulement en matière de mobilité, mais aussi en matière économique pour le pays dans un environnement mondialisé. Mais il a aussi de très grands retards qui ne tiennent qu'à lui. En particulier, il ne s'est ouvert que très récemment à l'intermodalité par rapport à de nombreux pays européens et du monde. On le sait sur le fret ferroviaire, avec une très faible desserte des ports en particulier, mais on le sait aussi sur le passager, avec une très faible et très carentielle desserte des aéroports, en particulier des très grands aéroports de Paris, des aéroports qui font le prestige de la France, qui ne sont pas reliés directement à la capitale, qui est la première destination touristique mondiale, comme beaucoup de villes du monde. Hong Kong, c'est récent, mais Rome, Athènes même, Vienne, Londres, et qui font qu'aujourd'hui, il y a un lien extrêmement flexible et extrêmement souple entre l'arrivée sur un aéroport et l'accès au centre-ville. Et pourtant, on sait que contrairement à une prévention trop longtemps entretenue, dans ce pays où nous avons eu des politiques modales, cloisonnées, politique routière, politique ferroviaire, politique aérienne, politique maritime, mais jamais véritablement intégrées, on sait aujourd'hui que l'intermodalité est un démultiplicateur de trafic pour tous et qu'en réalité, il ne restreint les trafics d'aucun. Plus nous sommes organisés de façon intermodale, plus effectivement il y a de trafic pour l'ensemble des modes. Et c'est la raison pour laquelle ce projet emblématique est un projet très important. C'est un des très grands projets intermodaux et un des premiers grands projets intermodaux de notre pays. Il revient à relier nos aéroports de la région parisienne, qui sont parmi les tout premiers d'Europe, en particulier celui de Charles de Gaulle, qui est le deuxième aéroport d'Europe après Heathrow, au centre de Paris, en une vingtaine de minutes. Il s'agit pour ça, effectivement, d'améliorer le confort des usagers de l'avion, mais aussi des Parisiens qui partent sur des destinations lointaines, et également d'être plus conforme à nos objectifs climatiques. Pour ceux qui connaissent les embouteillages et les congestions de l'A1 et de l'A3, ils comprendront ce que je veux dire. Ce projet n'est pas nouveau, et ce qu'enseignent les vicissitudes et les débats qui l'ont accompagné, c'est que le temps qui passe ajoute des obstacles aux obstacles au sein d'une zone urbaine dense qui en renchérit les coûts et en complexifie les conditions d'insertion. Évalué à 600 millions d'euros aux conditions économiques de janvier 2006, son coût total est estimé aujourd'hui à 1,4 milliard d'euros. C'est dire que le temps qui passe, ce n'est pas simplement du temps perdu, c'est de l'argent perdu. Il s'agit de libérer une infrastructure ferroviaire dédiée de 32 km, dont l'aménagement de 24 km de lignes existantes et 8 km de lignes nouvelles, avec un raccordement entre la gare du Nord et la gare de l'Est notamment. Il s'agit d'aménager des gares et des infrastructures d'accès aux deux extrémités, gare de l'Est et à Roissy-Charles de Gaulle 2. Il est tout à fait légitime que ce projet ait suscité des interrogations et des débats en regard de la dégradation croissante des conditions de transport infligées à de très nombreux usagers des quotidiens captifs d'un RER B qui a longtemps incarné à lui seul l'abandon injustifiable du réseau ferré de l'Île-de-France par l'État depuis de trop nombreuses années. Mais précisément, il ne s'agit pas d'une liaison de service public, mais d'une liaison commerciale, indissociable du service offert par l'aéroport Charles de Gaulle, deuxième plus grand aéroport d'Europe, je l'ai dit. Elle sera mieux adaptée que le RER au transport de famille avec bagages, tout en libérant de ses publics le RER et les usagers du RER à leur profit. Et surtout, Charles de Gaulle Express ne bénéficiera pas, ça a été rappelé tout à l'heure par le rapporteur, de financement public, ni ne compromettra la modernisation du RER B, qui constitue désormais une priorité conjointe de l'État et du STIF, avec la perspective d'ores et déjà arrêtée de 500 millions de travaux
visant à garantir aux Franciliens du nord-est de l'agglomération la qualité de service irréprochable qu'ils sont en droit d'exiger. Charles de Gaulle Express ne sera pas un train de banlieue, c'est-à-dire un train de cabotage de gare en gare. Il vise 3 objectifs, on l'a dit, et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas aujourd'hui nous refuser à ce dossier, c'est d'être prêt pour les Jeux Olympiques de 2024. Le second objectif, c'est d'en faire un levier supplémentaire de développement touristique pour la ville de Paris. Et le troisième, il vise à répondre aux ambitions écologiques de la France et à son engagement exemplaire dans la COP21 de réduire les gaz à effet de serre en réduisant autant que possible les incitations à aller à l'aéroport de Paris par automobile. Il ne s'agit donc pas de confondre les échéances et de ne s'en tenir ici qu'à ce projet de loi qui nous demande, ça a été dit, de permettre juridiquement la création de la société de projet. C'est l'objet de son article 1er qui autorise la ratification de l'ordonnance du 18 février 2016. L'ordonnance prévoit la création d'une société de projet ad hoc dont les 2 principaux actionnaires seront SNCF Réseau et Aéroports de Paris, dans l'attente que les tiers s'y associent. Par ailleurs, l'article 2 a pour objet de modifier l'article L. 2111-3.1 du Code des transports pour permettre une mise en concurrence du futur exploitant de cette ligne ferroviaire de façon exactement synchrone avec la date d'ouverture des trafics passagers prévue aujourd'hui par les règlements de Bruxelles et qui est fixée à 2023. Il n'y a donc pas d'obstacle pour le groupe socialiste, si ce n'était de vouloir à toute force atermoyer et perdre encore du temps et de l'argent à ce qu'il vote cette loi, Monsieur le Ministre. Un autre débat sera celui des conditions de financement du projet. Il apparaît notamment qu'en arrêtant le prix du titre de transport à 24 €, soit pour une personne seule, un tarif inférieur au forfait taxi, qui est de 50 à 55 € selon qu'on part de la rive gauche ou de la rive droite de la Seine, mais néanmoins un tarif bien supérieur à un taxi quand il s'agit de familles qui prendront effectivement ce lieu fixe. On nous dit que ce tarif de 24 € ne permet pas un bouclage du financement et qu'il faudra envisager ce qui est envisagé par le gouvernement visiblement, c'est-à-dire la mise en place d'une taxe d'1 € sur le prix du billet d'avion pour les seuls passagers aériens en partance sur la destination de Paris, c'est-à-dire à l'exclusion des passagers en correspondance. Ça a été dit par le rapporteur, nous sommes un certain nombre ici à considérer que l'extrême fragilité financière des compagnies aériennes, et en particulier d'Air France, mérite une certaine circonspection à l'égard de cette perspective de taxation. Elle s'ajouterait pour Air France à la taxe Chirac, visant à financer la lutte contre le virus du sida, que notre compagnie nationale est la seule au monde à acquitter et qu'il ne saurait sans doute être question de supprimer. Je dois vous avouer, Monsieur le Ministre, que dans les rangs même du groupe socialiste, d'aucuns considèrent qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les compagnies aériennes soient les seules à supporter cette contribution. Il nous semble que ce reste à financer devrait peut-être solliciter plus largement Aéroports de Paris, ça a été dit, soit au niveau de ses recettes commerciales, qui sont quand même petites par les passagers du transport aérien. Il ne faut pas accréditer l'idée que ce sont les Parisiens qui vont faire leurs courses matin et soir dans les galeries commerciales de Charles de Gaulle. S'il n'y avait pas de compagnie qui amène des usagers, il n'y aurait pas de double caisse à Charles de Gaulle et de profits commerciaux au niveau que l'on connaît, c'est-à-dire autour de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc il nous semble qu'une contribution sur la moindre des choses, si ça n'est pas sur les commerces, ça pourrait être sur les parkings, dans une philosophie de transfert modal visant à dissuader d'aller mettre sa voiture au parking à Charles de Gaulle et à encourager plutôt à prendre le train. Car rien ne nous garantit, Monsieur le Ministre, qu'une taxe ne devienne pas irrésistiblement inflationniste, à la faveur soit d'une sous-estimation du trafic, soit plus prosaïquement d'un dépassement du coût d'objectif des travaux. En tout cas, d'illustres précédents nous en préviennent. Il ne fait nul doute que ce débat sera vif au Parlement. Enfin, afin de permettre à SNCF Réseau d'investir sa part dans CDG Express, le gouvernement, par voie d'amendement, nous propose que ce projet déroge à la règle d'or introduite par la loi de réforme ferroviaire, censée limiter l'endettement de SNCF Réseau, et dont le décret d'application est d'ailleurs impatiemment attendu. On peut certes comprendre que l'on ne compromette pas un projet d'une telle importance sous prétexte que la SNCF porte une dette considérable et sans équivalent en Europe, de l'ordre de 50 milliards si on ajoute les 2 EPIC. Mais je me permets très personnellement, en ma qualité de rapporteur de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, et sans prétendre engager le groupe socialiste cette fois, de vous rappeler que cette règle d'or a été introduite dans la loi afin de stabiliser la dette de SNCF Réseau à échéance de 2025, qui est l'objectif majeur assigné à cette réforme ferroviaire. Il est tout de même préoccupant
pour la représentation nationale qu'une disposition phare, dont nul ne conteste l'utilité et dont elle est à l'origine, tombe au premier grand projet venu. Et je ne vous cacherai pas ma crainte que cette méthode dérogatoire, qui consisterait alors à balkaniser une nouvelle envolée de la dette ferroviaire en sollicitant systématiquement des dérogations à la règle d'or, projet après projet, devienne l'habitude. Alors je vous dis, notre système ferroviaire, déjà très mal en point, se trouverait confronté à des injonctions contradictoires de nature à compromettre la relance du rail attendue par la réforme ferroviaire. Et comment ne pas voir que s'il en était ainsi, il deviendrait très difficile d'exiger du corps social de la SNCF, dont on connaît les résistances à la réforme et à la productivité, de produire des efforts anéantis par ailleurs par l'État. Je souhaite donc que ce soit une exception, exceptionnelle, si je puis dire, et que l'on n'en fasse pas une nouvelle règle de financement de grandes infrastructures et de fuite en avant de la dette. D'habitude, on la mettait sous le tapis de SNCF Réseau. Là, on pourrait la mettre sous le tapis de différentes sociétés de projets. Mais vous avez toute notre confiance et tous nos encouragements pour faire en sorte que CDG Express ne prenne pas de retard, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur